On va parler santé. Alors, je vous présente mes deux invités pour cette deuxième table ronde. Il y a tout d'abord donc Taïsir Skiri qui est responsable projet au CIUS. Bonjour, merci d'être avec nous. Ainsi que Patrick Brest. Bonjour Patrick, vous êtes chercheur à l'INSERM et on va parler donc recherche fondamentale et médicale et on va parler évidemment d'intelligence artificielle. On vous écoute pour la deuxième table ronde. C'est à vous. Merci beaucoup. C'est vraiment un honneur d'être présent. Je remercie les organisateurs pour m'avoir invité. Et donc du coup, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce qui se fait en recherche fondamentale et en recherche médicale au niveau de l'intelligence artificielle, et en particulier au niveau du Centre Pasteur. En fait, moi, je suis chercheur INSERM, et donc du coup, je travaille au niveau du CHU Pasteur, donc à Nice, dans un institut de recherche qui s'appelle l'Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement à Nice. Donc, en fait, il y a de plus en plus d'interactions. En fait, notre métier a globalement changé énormément au cours des dernières années. Avant, on passait très peu de temps sur les ordinateurs et maintenant, finalement, on passe énormément sur les ordinateurs. Toutes nos expériences, finalement, on passe des heures et des heures à analyser nos expériences sur les ordinateurs, voire aussi utiliser des données publiques qui sont disponibles pour essayer de comprendre, en fait, les mécanismes du cancer. Et en fait, à ce titre-là, il y a eu un concours qui a été lancé par le gouvernement et il y a un stand à côté, mais il y a le 3IA qui a été créé au niveau de l'Université Côte d'Azur. Donc c'est un grant qui représente quand même 50 millions d'euros qui a été attribué avec différents partenaires, dont l'Université Côte d'Azur et par exemple l'INRIA, qui est le centre de référence en France pour la recherche sur l'intelligence artificielle. Et donc du coup, ça a amené à mise en place de nombreuses collaborations, parce que le but du 3IA, c'est justement de faire des interactions interdisciplinaires. Donc là, je vais vous présenter quelques exemples où on a besoin de l'intelligence artificielle dans la biologie. Donc par exemple, ici, peut-être c'est la première fois que vous voyez des cellules en culture. Ici, ce sont des cellules cancéreuses en culture. D'accord ? Donc en fait, on voit ici le cytoplasme, le noyau. Et donc ces cellules, elles se divisent. Et quand on va appliquer des drogues anticancéreuses, elles vont mourir. Elles vont mourir de différentes façons au cours du temps. Et avant, ce qui se passait, c'est qu'on prenait les expériences au début et à la fin. Et finalement, s'il y avait des cellules qui restaient en vie, d'autres qui mouraient et tout ça, quand on lisait les cellules, en fait, on n'avait plus aucune différence. Tout était mixé finalement. Et donc, du coup, quand on interprétait les résultats, en fait, c'était une mixture de différents signaux que l'on avait. Et finalement, maintenant, ça a progressivement changé, puisque maintenant, avec les techniques de microscopie, mais aussi la capacité d'acquisition des images et de stockage en mémoire et d'analyse, maintenant, on est capable d'analyser chaque cellule au cours du temps, pendant des jours entiers, on peut les suivre, et donc, du coup, analyser comment, en fait, elles vont mourir, de quelle façon elles vont mourir, comment leur taille va grandir, va rapetissir. Il y a différents paramètres qu'on va être capable de suivre. Donc Patrick, ici, on voit plutôt le suivi des cellules, donc c'est des images. D'accord, c'est des images. En fait, les images sont filmées à intervalles de 15 minutes pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et en fait, chaque cellule, en fait, on va devoir l'analyser. Donc en fait, cette cellule-là, au cours du temps, il va falloir apprendre à la suivre parce qu'elle va bouger dans le champ. Les cellules bougent, donc en fait, il va falloir la suivre et aussi, tout au cours du temps, analyser si elle ne va pas se diviser, si elle va migrer, où c'est qu'elle migre, la taille, le noyau, tout ça. Donc en fait, tout ça, c'est des paramètres qu'on va pouvoir acquérir. Et finalement, on va pouvoir tester différentes drogues. Donc en fait, là, c'est par exemple un exemple où en fait, on a les images. Après, on fait passer des systèmes informatiques pour en fait avoir des sortes de features, comme on appelle, c'est-à-dire représenter les images en termes de données. Donc ici, c'est le cytoplasme, ici, par exemple, c'est le noyau. Et donc, du coup, pouvoir analyser l'air, la surface, la migration de ces cellules. Et à partir de là, on va pouvoir aussi tracer si elles se sont divisées ou si, finalement, elles sont mortes. Et donc, tout ça, on va pouvoir intégrer des signaux et essayer de comprendre, en fait, quel est l'effet des drogues et s'il y a une hétérogénéité au sein de notre population de cellules. Donc, par exemple, là, je vous ai fait un... Donc on va pouvoir, comme je l'ai dit, regarder la mortalité cellulaire, la migration, la morphologie. Mais finalement, c'est énormément de data. Parce que si on prend vraiment un calcul très simple, on prend 100 cellules, on teste 25 drogues, à 4 concentrations.
on multiplie, on fait 300 points, parce que regardez pendant 4 jours les cellules, à une raison de une image toutes les 15 minutes, ça fait quasiment 300 points. Si on regarde 10 paramètres par cellule, et qu'on fait 3 fois l'expérience pour être reproductible, ben ça fait quand même pas loin de 10 millions de traitements à faire. Donc en fait, c'est des fichiers Excel, où finalement, on ne sait même plus des fichiers Excel, parce que ça ne rentre plus dans un fichier Excel. Donc en fait, là, on a besoin de passer par des intelligences artificielles, non seulement pour traquer les cellules, comme on a vu au début, mais après pour exploiter ces résultats. Donc en fait, ici, c'est vraiment le but, ça serait d'analyser si on peut tirer de ces datas plusieurs groupes de cellules, en fait les regrouper pour essayer de minimiser le nombre de datas, mais aussi essayer d'avoir le maximum d'informations relevantes. Quels sont les points qui sont importants à suivre? On va regarder 10 paramètres, mais peut-être qu'il n'y en a que 3 ou 4 qui sont intéressants. Donc en fait, ces paramètres pour la suite, ça sera plus intéressant de les regarder. Et après, finalement, ce qu'on veut faire, c'est proposer des combinaisons de drogues qui, une, va cibler ce type de cellule, l'autre va cibler un autre type de cellule. Et donc, du coup, à la fin, on va pouvoir être capable de tuer toutes les cellules cancéreuses d'un seul coup. Et ça, c'est important parce qu'on sait que la récidive au niveau des cancers, ben, c'est les cellules résiduelles qui ont survécu à certains types de cancers. Donc, on part de vraiment d'analyse d'image vers la transformation vraiment en données, en data, pour aller vraiment sur le ciblage thérapeutique cellulaire, au niveau cellulaire. C'est ça. C'est ça. En fait, maintenant, on peut se permettre d'imaginer des expériences qu'on n'était pas capable de penser avant, en se disant, bon, mais finalement, maintenant, on va avoir la capacité de pouvoir analyser tout ça. D'une molécule, comment elle peut agir sur... C'est en développement, c'est encore en cours de développement, c'est pas super facile, mais en fait, on y travaille. Un autre exemple, justement, c'est exactement ce que je dis dans le message précédent, c'est que de plus en plus, que ce soit les médecins ou les biologistes, en fait, on va avoir accès à énormément de data. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Parce que finalement, un médecin, un oncologue, ben en fait, ce qu'il veut, c'est quelques marqueurs. Avec quelques marqueurs, pouvoir prendre une décision. Et maintenant, quand on va des fois dans des congrès médicaux, en fait, on se rend compte que maintenant, la discussion, c'est « Ah ben, j'ai tel marqueur, tel marqueur, tel marqueur, j'ai 3 molécules, laquelle donner ?» Maintenant, c'est plus on donne un traitement de base parce qu'on ne savait pas quoi faire et on donnait au patient le traitement qu'il fallait. Là, maintenant, on a le choix du traitement et on ne sait pas lequel choisir. Donc, on est vraiment dans l'ère de la médecine personnalisée. Exactement, c'est l'ère de la médecine personnalisée, mais par contre, maintenant, il faut faire le tri entre les datas et finalement essayer d'identifier des populations et des biomarqueurs. Et parfois, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, c'est-à-dire qu'on a plein de datas. Trop de data, et maintenant il faut faire le tri. Et là, maintenant, ça va être très compliqué au niveau des médecins, au niveau des pathologistes, de faire le tri en disant on a telle mutation, telle mutation, telle mutation, qu'est-ce qu'on fait? Et dans quel ordre? Donc ça, c'est vraiment un challenge de demain à propos de ça. Donc en fait, ici, par exemple, voici des exemples en fait de simulations qu'on a pu faire où on peut montrer que, par exemple, on est capable de vraiment trouver des marqueurs qui permettent de différencier des populations de patients et des tumeurs de patients ou avec des marqueurs qui sont vraiment très jolis. Alors après, il y a des marqueurs où en fait, si on l'a, on est sûr d'avoir ce type-là. Si on l'a pas, c'est encore délicat. Et après, il y a des marqueurs qui ne changent rien. Donc en fait, il y a vraiment cette notion de trouver les biomarqueurs pour identifier la bonne pathologie et donner le bon traitement aux patients. Et au final, en fait, ces biomarqueurs vont plutôt avoir un screening, en tout cas, pour voir quelle est la population qui peut répondre positivement à un traitement. Et du coup, en fait, comment on arrive ici, en fait, par avoir ça? C'est des biomarqueurs? C'est des algorithmes. C'est des algorithmes de machine learning qui permettent, en fait, de faire des groupes et à partir de ces groupes, identifier les meilleurs biomarqueurs pour chaque groupe. Donc, voilà. Et ensuite, en fait, y a une dernière partie de l'équipe travaille sur... Alors là, c'est des pathologistes, donc ils sont à l'hôpital et ils sont confrontés en fait à une quantité de boulot incroyable. C'est-à-dire qu'ils reçoivent en continu énormément de biopsies à analyser. Et donc, du coup, ils ont un rythme soutenu de résultats à rendre et tellement fort que finalement, il y a un problème, c'est qu'ils sont submergés. Et donc, du coup, là, en quoi l'intelligence artificielle pourrait les aider devant ce flux de data? Donc en fait, ici, c'est une étude où en fait, on a appris à l'ordinateur des types de tumeurs. Donc en fait, ce résultat, c'est... voilà. On a appris à l'ordinateur
il y avait 60 cancers du poumon, ce qui représentait quand même 19 000 images. On lui a appris à identifier les tumeurs du poumon, et après, ça c'est pour l'entraîner, et après on lui a montré 62 cancers du poumon qui sont arrivés comme ça. Et en fait, on voulait savoir si l'ordinateur était capable de trouver les solutions. Donc en fait, ça s'est passé par des formations, donc en fait, des modèles d'apprentissage, donc ici, des classifieurs. Il y a eu aussi en fait, la reconnaissance de différents types de poumons, donc en fait des cancers du poumon à petites cellules, même des tumeurs non facilement classifiassibles. Et finalement, ils ont réussi à trouver 100% de réussite. Donc en fait, 100% de réussite, c'est-à-dire qu'en ayant appris à l'ordinateur à reconnaître les tumeurs, après, ils ont été capables de trouver dans 100% des cas les bonnes tumeurs après. Donc du coup, là, c'est vraiment quelque chose qui est en cours de développement au niveau de la NAPAT moderne, c'est-à-dire avec Google, qui maintenant fait une branche Google Health. Donc en fait, c'est vraiment essayer de trouver à partir des images de biopsie, trouver des informations pour pouvoir faciliter en fait la prise de décision. Donc on est vraiment dans le deep learning où une machine apprend à partir d'une quantité énorme d'images et comme ça elle peut associer entre ce qu'elle a appris et ce qu'elle va voir. Oui, exactement. Alors après, évidemment, il y a quelques concerns. Donc en fait, il y a quelques inquiétudes finalement. Donc en fait, là, je vous montre juste des résultats qu'on a obtenus. C'est des problèmes liés au surapprentissage. C'est-à-dire que l'ordinateur, lui, quand on va lui montrer quelque chose, au fur et à mesure, il va trouver la meilleure solution. Mais si, par exemple, on rajoute des patients, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, des fois, il se plante complètement. Donc, en fait, des fois, il a trouvé la meilleure solution qui marche pour le cas précis, mais par contre, quand on lui montre quelque chose de nouveau, il ne sait plus faire. Alors que d'autres algorithmes, eux, sont capables d'être beaucoup moins rigides et donc d'être beaucoup plus faciles à utiliser au cours du temps. Ce qui nous renvoie quand même vers la vraie question aujourd'hui, c'est que les algorithmes d'intelligence artificielle, il y en a énormément, et du coup, il y a des algorithmes qui sont plus adaptés par rapport à une quantité de données qu'un autre algorithme aussi. Oui, moi je pense aussi qu'il y a un élément clé, c'est que l'erreur est humaine. L'ordinateur, en fait, on a envie de dire, il fait moins d'erreurs que nous. Oui. Mais en fait, il ne faut pas lui apprendre qu'il a toujours raison. En fait, quand on voit, par exemple, les problèmes qu'il y a eu récemment où il y a un taxi automatique à San Francisco qui a essayé de prendre la fuite alors qu'il était arrêté par la police, ou les voitures Tesla qui écrasaient piétons, ou l'intelligence artificielle qu'on a mis sur les réseaux qui en quelques heures est devenue fasciste et xénophobe, il faut mettre des zones de contrôle. Des garde-fous. Des garde-fous, voilà. Il faut mettre des garde-fous, c'est hyper important. Et quand on parle en fait d'intelligence artificielle, en fait là il y a une question essentielle en médecine. On fait passer de façon automatique les biopsies, on se trompe. C'est qui le responsable ? C'est celui qui n'a pas regardé la lame, c'est l'ordinateur, vers qui on se retourne ? Ça, c'est une vraie question. Ça pose des questions d'éthique et surtout derrière de contrôle de l'intelligence artificielle. C'est en fait comment on contrôle, et finalement, ce qui est intéressant dans l'intelligence artificielle, ce serait de comprendre comment ils ont trouvé ça pour pouvoir nous l'appliquer et essayer de voir finalement et apprendre de l'intelligence artificielle. Je pense que ça doit aller dans les deux sens. Et si on fait trop confiance, à un moment donné, il va y avoir un souci. Il va y avoir un souci parce que derrière, on va trop faire confiance. Et s'il se plante, on ne sait pas quoi faire. Donc selon toi, Patrick, ça veut dire que là, je vois le black box ici. En fait, c'est comme la zone un petit peu noire. Du coup, vraiment, une bonne intelligence artificielle, c'est celle qui peut... c'est le fruit d'un travail collaboratif entre le chercheur et derrière, en fait, les biostatisticiens. C'est exactement ça. C'est-à-dire que pour que l'intelligence artificielle soit efficace, il faut qu'elle soit comprise. Et pour ça, il faut comprendre les paramètres qui ont permis d'identifier les marqueurs qu'il a utilisés pour faire les stratifications. D'accord. Merci. Des questions ? Oui, merci pour cette présentation. Comme vous le savez, j'imagine, le droit, c'est souvent l'ennemi de la médecine. Il y a une législation qui oblige maintenant, moi je suis médecin, quand j'utilise l'intelligence artificielle, d'expliquer l'algorithme au patient. C'est le texte juridique. Ouais. Donc comment je fais avec le deep learning ? C'est très compliqué justement parce que c'est exactement le problème. C'est la black box où en fait on est en train de dire l'ordinateur il marche mieux que nous et finalement on ne sait pas pourquoi.
Donc, mais c'est des problèmes pour l'instant, il n'y a pas trop de législation sur l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, là, ça va poser des problèmes dans les futures années, c'est clair. Alors moi, j'ai la deuxième question. Je suis assureur. Ouais. Et question de responsabilité, si vous avez une compagnie qui prend, je veux bien. De toute manière, en fait, là, ça pose... pour l'instant, c'est encore de la recherche. Oui. Donc, en fait, c'est pas encore rentré dans les mœurs. D'accord, mais ça va arriver. Ça va arriver. C'est déjà là. Moi, je l'utilise, je suis gastroentérologue. D'accord. Je l'utilise pour la détection des polypes et bientôt la caractérisation. D'accord. Donc, c'est maintenant. D'accord. C'est pas dans le futur, c'est maintenant. Alors, nous, c'était sur l'anapathe où c'est en train d'être en cours. Mais finalement, si vous y a un problème de non-détection ou tout ça, je sais pas comment. Voilà. Il faut prendre ça comme un outil, mais par contre, ça ne va pas empêcher la validation derrière, je pense. De toute manière, la validation, elle est importante. Au final, l'intelligence artificielle, c'est un outil. C'est un outil. L'opérateur, c'est plutôt le spécialiste. D'autres questions? Merci. Un petit mot, merci, on peut vous applaudir, c'était fort intéressant. Je vous l'ai dit, on va apprendre énormément de choses et tout n'est pas encore terminé, loin de là. Merci docteur, encore. Un petit mot de conclusion peut-être, Taïsir? En fait, ce que je pense, c'est que tous ces outils-là, en fait, c'est des outils qui vont augmenter en tout cas les professionnels, la recherche. Ça va être des outils magnifiques, mais aujourd'hui, on a besoin d'une vraie collaboration entre chercheurs, médecins, en fait, de tous bords, pour co-construire au final ces solutions et pour que ces solutions soient les plus adaptées possibles aux enjeux de demain, en tout cas dans la médecine. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on mette des garde-fous, comme Patrick vient de le dire. Il y a beaucoup de questions d'ordre éthique aussi qui vont être ouvertes, et la meilleure manière d'atteindre cet objectif-là, c'est de co-construire ces solutions-là avec les professionnels de santé aussi. On l'a bien compris, il faut faire très attention. Le problème qu'a soulevé le monsieur qui est intervenu, les assurances, tout bête, mais là encore, quid des assurances, comment ça va se passer, évidemment. Un médecin aussi est intervenu, bref, c'était fort passionnant. Docteur, un petit mot de conclusion également pour vous. Allez-y. En fait, j'étais surpris, mais en fait, il y a le fait que ça soit déjà rentré dans les mœurs, alors que finalement, on est encore en train, nous, d'être à la recherche. Donc, il y a vraiment un développement côté académique. Et après, on voit qu'il y a beaucoup de compagnies qui se lancent là-dedans. Ça va déjà très vite. Ça va très, très, très vite. Et il faut faire attention quand même aux législations, comme ça a été mentionné, parce que finalement, ça va tellement vite que derrière, c'est quoi les droits des patients? C'est quoi est-ce que les données vont être transmises sur les réseaux? Parce que finalement, la plupart des trucs d'intelligence artificielle passent par les réseaux. Donc, comment c'est régulé? Donc, alors évidemment, on peut dire que l'anonymisation des patients, c'est clé. Donc, c'est compliqué quand même. Il y a beaucoup de boulot. La santé reste un domaine très particulier autour de l'intelligence artificielle. Vous venez de nous le faire comprendre. Merci beaucoup en tout cas. On peut une nouvelle fois vous applaudir. Merci d'avoir participé, d'être intervenu. Docteur, merci à vous également.